s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient fait confiance directement en m'offrant des rôles, je pense que je n'aurais jamais tourné, parce que je pense que je n'aurais jamais réussi à dépasser le stade du casting. Présidente du jury lors du dernier festival de la fiction de La Rochelle en septembre dernier, Audrey Fleurot avait accepté le principe d'une masterclass en public. Un rare moment de partage, joyeux et complice, au cours duquel l'interprète de Morgane Alvaro dans HPI n'a éludé aucune de mes questions. L'auditoire était conquis et n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Alors pour tous ceux qui auraient rêvé d'être dans cette salle ce jour-là, voici une séance de rattrapage avec ce podcast décidément pas tout à fait comme les autres. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour tout le monde. Je ne vous présente pas la personne à ma droite. Merci d'être venus si nombreux à cette masterclass avec Audrey. Écoutez, je vous propose d'entrer assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'on va dérouler cet itinéraire formidable, chère Audrey. Donc, on va commencer par les débuts. Et en préparant cette masterclass, je me disais que finalement, elle a failli pas exister, puisqu'au départ, le rêve de la petite fille, c'était de faire de la danse et pas de faire du théâtre, en fait. Oui, c'était plutôt de faire de la danse. J'ai fait beaucoup de danses, des danses très différentes. J'avais pas mal de kilos en trop, donc on m'a bien fait sentir que c'était pas la bonne option. Donc après, je me suis orientée, enfin non, plus ou moins en même temps, je me suis orientée vers le cirque aussi. Mais c'est pareil, j'adorais ça, hein, mais je n'avais pas le corps pour. Et puis j'ai découvert le théâtre et je me suis rendu compte qu'au théâtre, je pouvais jouer un arbre, un chien, un vieillard, un bébé, absolument n'importe quoi, et que l'art de la scène permettait que, même si physiquement vous n'étiez pas évidemment un arbre ou un chien, en fait la convention théâtrale fait que vous pouvez tout jouer. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, en fait, c'est là que je veux être. Je veux être sur scène et raconter des histoires. Voilà. Alors, ce théâtre, il commence, on va la jouer roman et tout, belle histoire. Ce théâtre, il commence un jour à la Comédie Française avec votre papa. Oui, c'est l'histoire préférée de mon papa que j'ai vraiment beaucoup racontée et qui lui permet de se pavaner. Mon papa était pompier de Paris et... Ah mon Dieu, mais il y a des enfants en bas âge. Mais faut pas leur imposer ça, hein. Donc oui, à l'époque où il y avait des pompiers de service dans les théâtres, il n'y en a plus. Et donc, le pompier a un strapontin qui est entre la scène et la salle en cas d'intervention. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un soir, ma mère lui a dit « Emmène la gamine ». Et donc, il m'a emmenée à la Comédie Française et j'ai vu le spectacle à la fois de la salle et de la scène. Je voyais les changements de décor, je voyais les acteurs se changer. Et j'ai eu une épiphanie et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je m'en souviens très bien, j'ai 8 ans. Et à partir de là, j'organise toute ma vie pour faire ça. Donc, mon rêve était bien évidemment de rentrer à la Comédie Française. Mon rêve que je n'ai pas, enfin, entre-temps, j'ai un peu changé de direction. Mais voilà. Souvent, des acteurs débutants me demandent un petit peu c'est quoi le parcours. Il y en a pas, il y en a plein en fait. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai fait les conservatoires d'arrondissement parce que ça coûtait pas cher. Donc, je m'étais inscrite dans 2 conservatoires d'arrondissement. Je me souviens que la première fois, ma prof je montais pas sur scène. J'étais là, je venais à tous les cours, je montais pas sur scène. Je repoussais un petit peu le moment, donc jusqu'à ce qu'elle me force, quoi, jusqu'à ce qu'elle m'oblige à monter sur scène. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Il y a un film qui a été présenté de Clément Michel, qui est un garçon que j'ai rencontré à ce moment-là au conservatoire d'arrondissement et qui m'a donné la réplique après pour les autres. Donc voilà, j'ai fait les conservatoires d'arrondissement, la maison des conservatoires, et après j'avais envie de partir de Paris. Je voulais partir de chez mes parents. Je voulais faire une école nationale pour les rassurer un peu et puis me rassurer moi aussi. Donc en gros, j'hésitais entre la rue Blanche qui était partie s'installer à Lyon, qui s'appelait l'ENSAT, et l'école de Strasbourg.
Et très bêtement, en regardant la carte de France, Lyon m'a paru plus sexy que Strasbourg. On était en direction du sud, je connaissais ni l'une ni l'autre. Et je me suis dit, je vais présenter Lyon parce que c'est un peu plus sexy que Strasbourg. Voilà. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est ça. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'école du cirque et notamment le travail du clown. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Morgane Alvaro d'HPI, on se demande si vous n'êtes pas inspiré de ce que vous aviez appris à l'époque pour composer ce personnage. Est-ce que je me trompe ou pas ? J'ai fait effectivement du clown quand j'ai fait l'école du cirque, mais c'est plutôt après, il y a une école qui s'appelle Lecoq, qui est une école absolument formidable, qui travaille énormément sur le corps. Et on avait un des professeurs de l'école de Lecoq quand j'ai fait l'ENSAT. Et je pense que dans toute ma formation, c'est vraiment les cours qui me servent constamment, en fait. La chance que j'ai eue avec le rôle de Morgane, c'est qu'en fait, Morgane, c'est mon clown. Et je pense qu'on peut faire toute une carrière absolument formidable, palpitante, avec des rôles magnifiques, sans finalement avoir la possibilité de mettre en avant son clown en tant qu'acteur. Mais même vous tous, vous avez votre clown, mais vous avez, j'imagine qu'il y a des moments de votre vie qui vous permettent de l'exprimer. Mais en tant qu'acteur, il n'y a pas forcément la possibilité dans les rôles qui vous sont proposés. Et puis on n'en a pas forcément l'envie. Moi, je sens que c'était important pour moi. Vous êtes nourri de toutes les expériences possibles et imaginables. Et à ce moment-là, vous vous projetiez comédienne plus de théâtre. Vous pensiez déjà à l'écran, c'était un non, Graal, je pensais pas du tout. Je n'ai jamais fantasmé sur l'image parce que je sentais qu'il fallait correspondre immédiatement, physiquement à ce qui était écrit sur le papier. Je trouvais que les gens n'avaient pas beaucoup de la capacité de se projeter ou d'envisager qu'on peut tous changer de look, quoi. Donc, je pense que j'ai eu un système de protection qui a fait que je n'ai jamais fantasmé sur l'image. Je l'ai pas du tout envisagé. Pour moi, c'était vraiment le théâtre, c'était ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance, après mes 3 ans de formation à l'ENSAT, de travailler directement dans le réseau dans lequel j'avais envie d'être, c'est-à-dire le théâtre subventionné, et très vite, en fait, de partir en tournée, de travailler avec des directeurs de CDN. Et j'étais en tournée 9-10 mois de l'année avec 3 spectacles. J'avais pris un appartement, un 20 mètres carrés à Paris. Et puis je me souviens de ce moment où je me dis, je ne comprends pas pourquoi je paye un loyer, étant donné que j'y suis quand même vraiment très, très peu. Donc pendant 10 ans, je n'ai fait que ça, c'est-à-dire être sur les routes, avec des équipes sur le long terme, donc des gens avec qui vous grandissez. J'avais la chance d'avoir à chaque fois le rôle féminin principal, donc j'étais vraiment heureuse. Puis à chaque fois, vous arrivez dans une ville, donc vous allez au théâtre des Beaux-Arts, au cinéma, et puis le soir vous jouez, puis après vous allez au resto. Donc et la vie est belle, quoi. La vie était vraiment belle. Et puis au bout de 10 ans, j'ai commencé à avoir des opportunités de tournage, et c'était du beurre dans les épinards, quoi. Concrètement, financièrement, ça faisait du bien, quoi. Donc c'était pas du tout gagné pour moi, l'écran. J'ai réalisé que c'était une façon de travailler très différente, et que d'une certaine façon, mes 10 ans de théâtre étaient limite un peu un handicap pour moi, parce que j'étais habituée à m'adresser à des salles de 1000 personnes, et puis soudainement de vous adresser à une caméra qui est là. Forcément, l'endroit du jeu n'est pas le même. Et dans un premier temps, j'avais l'impression qu'il fallait pas jouer. Donc, je passais des castings où on me disait c'est trop théâtral. Puis ça m'énervait parce que je me disais mais comment ça, je comprends pas. Faut pas jouer, quoi. Bah, je suis désolée. Moi, j'ai fait une formation d'actrice, donc je joue, quoi. Et je remercie les gens qui m'ont donné 2 jours par-ci, 2 jours par-là, parce que j'en avais besoin, parce que c'était pas une évidence pour moi, la caméra. J'étais pas très à l'aise avec la caméra. Je me souviens d'ailleurs que le premier film que j'ai fait, qui est un film de Jacques Maillot, d'ailleurs, je lui serai éternellement reconnaissante, parce que c'est quelqu'un qui m'a offert le rôle sans casting. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même très compliqué, les castings aussi, hein. C'est les pires conditions pour un acteur. Donc moi, en fait, s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient fait confiance directement en m'offrant des rôles,
Ah. Je pense que je n'aurais jamais tourné parce que je pense que je n'aurais jamais réussi à dépasser le stade du casting. D'accord. Donc j'ai eu 2 chances. J'ai eu ce film-là, Jack Mayo, qui m'a offert un beau rôle. Et quand il a été projeté au Max Linder, je me souviens d'avoir passé une bonne partie du film sous le strapontin. C'est vrai. Tellement, vraiment. ouais, parce qu'en fait, la première fois que vous vous voyez sur un grand écran, c'est très pénible. C'est violent, c'est pénible, il y a rien qui va. Enfin, vraiment, ça, vous prenez le truc, vous n'arrivez pas à rentrer dans l'histoire parce que vous voyez faire. Enfin, voilà. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Alexandre Astier qui m'a proposé de faire les pilotes de Kaamelott. Donc, je pense que s'il y avait pas des gens qui m'avaient à un moment donné fait confiance sans passer par le fonctionnement du casting, je suis pas sûre que j'étais suffisamment solide pour continuer les castings, en fait. Alors, c'est là que, par magie, va apparaître la photo de la Dame du Lac. Oh, quelle synchronisation. Le truc de fou, voilà, on est des déglingos à La Rochelle. Ça va pas tarder. Ah, c'est mousse, ça dort là-haut, hein. Allô. Voilà. Donc voilà la Dame du Lac qui en fait va entamer une nouvelle partie sur votre itinéraire, c'est-à-dire, j'allais dire, presque une formation continue à l'image pour travailler aussi cette nouvelle façon de bosser. Juste, est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre avec Alexandre Astier? Ça s'est passé comment? Parce que c'était lui, parce que c'était vous? Non, parce que en fait, je jouais à Lyon. Je jouais au théâtre et il est venu me voir. Enfin, il est venu voir le spectacle, d'ailleurs pas particulièrement moi, mais et il m'a proposé, voilà, de faire les tout premiers pilotes de Kaamelott. C'est vraiment un super souvenir parce qu'on était une équipe, personne ne nous connaissait. Enfin, je veux dire, c'était que des gens qui venaient du théâtre, des gens de Lyon. Ses potes à lui et puis quelques pièces rapportées comme moi et c'était très récréatif. Enfin, il y avait quelque chose quand même d'assez théâtral, toujours dans la troupe, dans et même aussi dans l'écriture et l'endroit de jeu qui était quand même pas naturaliste. Donc voilà. Mais je me souviens qu'il nous donnait les textes au maquillage. Donc Kaamelott, c'est très écrit, c'est pas quelque chose qu'on va se réapproprier. Et à chaque fois, j'étais là, je me disais, mais c'est pas vrai, il est chiant, pourquoi il nous file le texte à la dernière minute? En gros, j'ai 45 minutes pour apprendre le truc. Après, c'est son fonctionnement. Sur son long métrage, c'est la même chose, hein, donc ça n'a pas changé. Mais j'ai un souvenir vraiment super de. On a fait des pilotes et au final, j'ai changé de personnage parce que je jouais Engarade dans le pilote et puis c'est après en fait qui m'a proposé le rôle de la Dame du Lac. Et quand même la petite anecdote, c'est que pendant quand même pas mal de temps je suis en hologramme, donc personne ne me croyait quand je disais que je tournais dans Kaamelott parce que c'était pas évident de me reconnaître. Donc pendant très longtemps j'ai dit mais si, enfin c'est moi, oui je suis en hologramme mais je vous dis que c'est moi. Oui, quand je tourne normalement, puis après il y a un effet, alors voilà, personne ne me reconnaît. Donc bon, voilà. Et juste parenthèse, vous étiez donc dans le premier long métrage de Kaamelott. Vous serez dans le prochain? Alors le problème, c'est qu'Alexandre prévient très très tard, très à la dernière minute. Tout est assez mystérieux. Donc en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup parce que déjà la dernière fois, en fait, j'ai très peu tourné parce que j'avais pas beaucoup de disponibilité dans la période qui m'a demandé. Mais j'aurais été malheureuse de pas en être parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure. Ça commence à faire une vingtaine d'années, hein, quand même. C'est maintenant. Un peu culte en plus. Donc c'est vrai que ça m'aurait attristé de pas en être, mais j'avais peu de temps, donc en fait on a fait avec ce que. Et je pense que le prochain, ça va en gros se passer de la même façon, c'est-à-dire que je serais vraiment très triste de pas en être, et j'espère, je croise les doigts pour avoir suffisamment de jours à lui proposer, mais on fera un peu avec ce qu'on a. Voilà, mais comme vous êtes des gens de bonne volonté l'un comme l'autre, je suis sûr qu'on va vous retrouver dans le prochain. Alors, mine de rien, cette partie-là, série de votre vie, ce sont à chaque fois des séries qui sont devenues cultes. Est-ce que ça veut dire que vous avez du flair, Audrey? Et pendant cette période, qu'est-ce qui vous guidait dans vos choix? Puisque ensuite, évidemment, nous avons la fameuse Joséphine Carlson, d'Engrenage. Alors, c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment jeune, hein, quand même. Moi, quand je démarre, je crois que j'ai 22, 23 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc, Engrenage, d'abord, c'est une troupe
C'est une écriture aussi. Ouais, et qu'est-ce qu'on pareil. C'est des gens qui viennent du théâtre, c'est des gens qu'on connaît. Alors maintenant, j'ai l'impression que c'est revenu aussi de faire des séries avec des acteurs qu'on découvre. Mais il y a eu quand même une longue période où vous pouviez pas émerger comme ça si vous aviez pas fait un certain nombre de choses auparavant. Et c'est vrai que pour répondre à votre question sur est-ce que c'est du flair, est-ce que c'est bon, j'ai la chance de savoir lire un scénario, c'est-à-dire que je serais pas passée à côté, mais j'ai eu aussi la chance de passer le casting pour le coup. Donc c'est un mélange. D'ailleurs, c'est assez étonnant une carrière. Des fois, je me pose la question. Une carrière, c'est quand même un mélange de hasard, de rencontres, et quand même, ça vous ressemble. C'est un mélange de quand même de choix, évidemment, de ce que vous décidez de faire, mais aussi de tout ce que vous décidez de ne pas faire. Mais c'est aussi les rencontres que vous ferez ou que vous ne ferez pas. Donc voilà, c'est un peu un mélange de... La part de chance est indéniable. Hein. C'est ce que justement j'avais envie de vous demander, puisque après Engrenage, on a eu Hortense Larcher du Village Français, encore un personnage devenu culte. Est-ce qu'à cette époque, si vous savez pas exactement ce que vous voulez, est-ce que vous savez précisément ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous avez construit cet itinéraire et ce rapport aux imaginaires des producteurs et des réalisateurs en étant, j'allais dire, très ferme sur les prix, sur ce que vous ne vouliez pas? Non, parce que c'est pas évident. Vous l'apprenez au fur et à mesure ce que vous voulez pas. Dans un premier temps, vous êtes tellement content de tourner. Vous êtes tellement content enfin moi je trouvais ça merveilleux qu'on me paye pour faire mon métier quoi. Enfin après je viens d'un milieu où on m'a tellement dit ça va être dur, personne ne t'attend, ça va être compliqué, et c'est vrai. Mais n'empêche que du coup, ça m'a mis dans un truc où tout était du bonus, quoi. Donc j'ai toujours eu le sentiment que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que il fallait que je profite des choses qui m'arrivent. J'ai jamais eu de plan de carrière. Si tant est que ce soit le cas aujourd'hui, moi j'ai toujours fonctionné au coup de cœur. J'ai jamais pensé en termes de médias, si c'était de la télé, si c'était du théâtre, du cinéma. J'ai toujours pensé en termes d'aventure. Il y a des choses rétrospectivement qui me semblent qui n'étaient pas nécessaires que je fasse, mais j'adore tourner aussi. J'adore cette aventure. Et puis il y a des choses que vous faites qui vous déçoivent, mais qui vont vous ramener autre chose aussi. Donc c'est ça qui est un peu étrange dans une carrière. Vous pouvez vous planter, faire un film qui vous déçoit, ou c'est pas le projet qu'on vous avait vendu. C'est quand même des aventures. Je veux dire, un film, c'est comme construire une maison en fait. Il y a plein de corps de métier, tout le monde est plein de bonne volonté, mais les travaux c'est compliqué quoi. C'est compliqué et le résultat peut ne pas être celui que vous aviez envisagé. Mais parfois ce film-là va vous faire rencontrer d'autres personnes et du coup va vous donner l'opportunité de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant derrière. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais été dans le calcul, je me suis jamais dit voilà, mon objectif c'est ça. Moi mon objectif c'est de faire des écarts, de faire des choses les plus différentes possibles et de vivre des aventures qui me remplissent. Parce que c'est vrai que la vie, que ce soit sur les tournages ou sur scène, il y a quelque chose qui est très addictif parce que c'est la vie en plus intense, quoi. Et forcément, je sais pas, je pense qu'il y a plein de... Peut-être que c'est un peu comme la vie la nuit, vous voyez, il y a un truc de plus intense et qui est assez addictif, où je trouve compliqué parfois de rentrer, de se satisfaire d'une seule vie, de gérer le quotidien, voilà, moi j'ai eu un peu tendance à fuir ça. Voilà. J'ai lu d'ailleurs dans une interview que vous aviez donnée que vous ne vouliez pas d'une vie trop petite. C'est ça le sens moi de j'ai toujours eu je ne sais pas comment font les gens. En fait, chaque choix qu'on fait dans sa vie annule un champ de possibles conséquent. Et j'ai du mal à vivre ça. Et c'est vrai que à travers mes personnages, la chance que j'ai, c'est pendant un certain temps, que ce soit, j'en sais rien, 2 mois, 4 mois, 6 mois, j'ai la possibilité d'être
quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que psychanalytiquement parlant, ça me fait du bien parce que je trouve ça compliqué d'être soi tous les jours, quoi. Donc en fait, vous ne travaillez qu'à partir de vous-même. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va chercher dans le personnage ce qui fait écho en nous, et le pourcentage est plus ou moins important. Il y a des personnages, ça fait écho à 10% de vous. Il y a des personnages, ça fait écho à 70% de vous. Et vous allez essayer d'aller vers ce personnage, et ces 10% qui font écho, pendant ce temps qui vous est imparti, vous allez essayer de les booster à 90%. Et en fait, moi, je trouve que il y a plein de choses en nous qu'on met de côté parce que c'est pas valorisant, parce qu'on n'aime pas forcément cette partie, ou parce qu'on s'autorise pas de la mettre en avant. Et ben moi, dans un certain laps de temps, j'ai la possibilité justement d'y aller franchement. Et ça me régule personnellement. Après, tout le monde a un échappatoire et trouve l'endroit qui lui permette justement d'évacuer, quoi. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont inspirants pour sa propre vie? Est-ce que en incarnant des personnalités qui, par définition, ont des curseurs, comme vous venez de le dire, plus haut, positionnés plus haut que les vôtres, c'est inspirant aussi, ça entre en soi pour mener sa propre vie différemment? Alors, bon, moi, je suis pas une actrice qui va dire j'ai mis 6 mois à ressortir du personnage. Voilà. Après, on est border schizophrénie, hein, quand même. Donc moi, quand on dit couper, je redeviens moi-même. Mais j'ai un rapport très ludique. J'ai un rapport très ludique au jeu, en fait. Moi, je pense que j'ai voulu faire ce métier aussi pour continuer à jouer. Parce que je pense que ma part d'enfance, elle est très forte, et c'est vrai que je trouve ça compliqué. À un moment donné, on grandit et on arrête de jouer. Et moi, j'ai voulu continuer à jouer. Donc en fait, c'est vrai que c'est un rapport où quand on voit les enfants jouer, tout est faux, et à la fois ils sont à 200%. Et donc on dirait que j'étais le voleur, et on dirait que t'étais le policier, quoi. Et donc entre le action et le coupé, je suis à 200% le voleur ou le policier, mais comme les enfants peuvent l'être dans le jeu. Mais c'est vrai que quand on dit coupé, heureusement, je redeviens moi-même. Après, c'est certain que il vous reste. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'incarner des personnages sur du long terme. Je pense que Joséphine est toujours un peu dans un coin tapis, voilà. Hortense aussi. Il y a des choses qui sont. Encore une fois, on ne travaille qu'avec notre imaginaire, notre corps. Donc c'est de toute façon des parties de moi, mais qui sont totalement exacerbées. Donc après, elles reviennent et j'essaie de les recaser dans des coins comme ça, un peu tapis, que je peux ressortir si jamais. Non, parce qu'en fait, je pourrais pas vous dire que vraiment un personnage parce qu'en fait, ce personnage, c'est quand même que nous. C'est quand même que nous aussi. C'est quand même juste une partie de nous qu'on a boosté. Alors évidemment, quand on parle de séries et de séries qui sont devenues cultes, on évoque bien sûr le bazar de la charité, puis les combattantes. À ce moment-là, vous êtes à un moment de votre vie où, j'imagine, c'est l'heure des choix. Vous disiez il y a 5 minutes qu'en gros, choisir, c'est éliminer, et apparemment, ça vous convient pas de devoir renoncer. À ce moment-là, précisément, qu'est-ce qui vous guide pour continuer à avancer, à vous nourrir, à vous renouveler? C'est quoi l'objectif? C'est les personnages, c'est les histoires. C'est est-ce que j'ai le sentiment d'avoir déjà joué ce personnage? Après, c'est vrai que j'aime bien lire j'aime bien me projeter et me dire ah oui, je vois ce que moi, ma singularité peut apporter à ce personnage. Et je lis aussi beaucoup de scénarios où je peux envisager énormément d'actrices qui le feront très bien. Et c'est vrai que je suis moins attirée par ces rôles-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de sentir que j'ai le sentiment, ça va vous paraître peut-être un peu présomptueux, mais j'ai le sentiment que ça fait écho à un truc où j'ai l'impression que ça résonne. Ça résonne de façon un peu singulière, et je me dis ah ouais, ça je l'ai pas joué, et à la fois je sens que j'ai la matière pour. Et il y a plein de rôles que je peux trouver très bien écrits dans des histoires super, mais je me dis mais je peux le faire, mais
n'y a pas particulièrement besoin de moi pour ce rôle. C'est pas aussi nécessaire, impérieux et indispensable que ce soit vous. Et là, du coup... j'essaye d'aller vers... La question, une question assez concrète. Quand vous êtes sur un plateau, est-ce que vous avez le trac? C'est quoi la méthode de travail d'Audrey Fleurot? Rentrons en cuisine, Audrey. Comment? Non. Alors, je vais vous dire, y a un truc qui est super quand on tourne régulièrement, c'est qu'on n'a plus peur. Et en fait, je pense que la peur est le premier... il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage, en fait. Effectivement, moi, j'ai démarré en tournant 2 jours par-ci, 2 jours par-là dans des séries. J'étais à un niveau de concentration toute la journée. En plus, on vous convoque beaucoup trop tôt. Et au moment où arrive ma scène, je suis épuisée parce que j'ai l'impression que je me mets dans un coin, je rentre pas en interaction parce que j'avais l'impression que fallait vraiment que je reste focus et tout. Et puis, quand vous venez tourner 2 jours, vous n'avez pas énormément. Et là, vous arrivez un peu comme le lapin dans les feux du phare. Ça fait, 6 heures que vous êtes là à essayer de vous concentrer. Et vous êtes tellement en angoisse, vous avez tellement envie de bien faire que les mots arrivent dans le désordre, alors qu'évidemment, vous connaissez très bien votre texte. Enfin, il y a un truc un peu de l'ordre de l'auto-sabotage parce que vous vous sentez pas légitime, parce que vous avez tellement envie de bien faire. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je suis très sensible, moi, maintenant, sur les séries, quand je vois des acteurs qui viennent et qui ont 2 jours et qui se tapent des scènes qui sont souvent pas faciles, de vraiment bien les accueillir avec une équipe qui tourne depuis un moment, qui se connaît par cœur. Eux, ils arrivent et hop, on va leur demander de pleurer directement. Enfin, bon, bref. Et je fais très attention parce que je suis passée par là et je sais à quel point c'est difficile. Quand vous tournez régulièrement, il y a quelque chose qui n'est plus événementiel et donc vous vous débarrassez d'un truc énorme qui est la peur, en fait, qui est la peur qui sabote beaucoup. Mmh. Et ça, j'avoue que mais j'arrêterai de tourner pendant 6 mois. Je pense que ça reviendrait. Elle remonterait, ouais, c'est ça. Ouais. Mais à un moment donné, quand vous êtes là tous les jours sur une série, vous êtes dans votre salon et du coup, ça vous apporte une liberté qui est merveilleuse. Il faudrait, et donc c'est, à mon avis, le boulot principal des metteurs en scène, c'est d'arriver à mettre les acteurs en confiance pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Un metteur en scène qui va mettre un acteur en porte-à-faux, à mon avis, c'est pas une bonne méthode. Il va pas, enfin, ça doit marcher auprès de certains qui veulent travailler dans la douleur, mais à mon avis, c'est une partie infime. Je pense qu'une grosse partie du travail du metteur en scène, c'est de faire en sorte que l'acteur soit dans les meilleures conditions pour jouer. Pour donner le meilleur de lui-même et correspondre à ce qu'on attend de lui. Parmi les personnages là qu'on a vu défiler, il y a un dénominateur commun, c'est que ce sont des femmes fortes et ce sont des femmes qui vont à contre-courant. Donc, je ne vais pas faire votre analyse ce matin, c'est un peu tôt, on ne va pas vous faire allonger. Est-ce que je m'allonge? C'est comme vous voulez, Audrey. Mais on peut pas, ça saute aux yeux. À quoi ça correspond, ça? Est-ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, c'est moi qui dois le jouer parce qu'il n'y a personne d'autre. Ce côté de ne pas vouloir jouer les femmes fragiles et de vouloir jouer les femmes qui vont à contre-courant et qui sont souvent, quand on voit avec Hortense Larcher, enfin vraiment en plus c'est violent, ça correspond à quoi? Pourquoi vous avez envie de ça? C'est une question de goût, mais par exemple Hortense, elle est quand même extrêmement fragile aussi. Moi en fait c'est plus des personnages, je pense, parce que ça fait forcément écho à quelque chose en moi, c'est des personnages qui se sont construit une sorte de bouclier parce qu'elles savent qu'elles sont fondamentalement très fragiles. Moi j'ai l'impression que le dénominateur commun entre mes personnages, c'est surtout ça, parce que HPI, c'est pareil. C'est-à-dire, ce look est une sorte de... Je veux dire, c'est tellement ultime que c'est une forme de protection. Je veux dire, pour aller... c'est toutes ces couleurs, ce look improbable, le fait d'avoir le décolleté et la mini-jupe, et finalement, ça la protège de l'extérieur, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt des personnages qui se sont construits, des personnages féminins, effectivement, fortes, mais terriblement fragiles, en fait. Moi, c'est ça qui m'attire. Et puis j'aime bien les personnages féminins avec des caractéristiques plutôt masculines.
Mais c'est pareil, c'est une question de goût. C'est quoi des caractéristiques masculines? Maintenant, la question ne se pose plus. Voilà, mais à l'époque, je suis ravie de vous l'entendre dire. Mais à l'époque, quand on démarre Engrenage, les deux personnages féminins de Laure Berthaud et le mien, c'est la première fois qu'on voit ça à l'écran, des personnages féminins carriéristes, officiellement carriéristes, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de projet d'enfant, qui n'ont pas de chat, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de mec. Enfin, vraiment, c'est voilà. On a toujours vu les personnages féminins, si on les voit dans leur vie professionnelle, il y a toujours ce pendant à côté des lessives, du quotidien, des enfants. Et c'est super aussi parce que ça correspond vraiment à cette fameuse charge mentale. Enfin, mais j'ai trouvé ça chouette de ne pas justifier. C'était la première fois qu'on voyait deux personnages féminins carriéristes et on n'abordait pas le fait qu'elles n'avaient pas de famille, qu'elles voulaient pas d'enfants. C'était assez. Elles étaient autosuffisantes, quoi. Et c'est vrai que je pense que vous savez, on a tous un niveau de testostérone plus ou moins. Je pense que le mien est plus élevé que la moyenne des femmes. Ouais. Pourtant, vous avez une image de féminité. J'essaie de contrebalancer. Ah, c'est ça, bien sûr. Oh là là, secret, ça y est, on a découvert. Non, c'est du flan, évidemment. C'est un flan qui marche bien. C'est un flan qui est très efficace. Non, il y a un camionneur de 60 ans en moi. Ok. Ouais. Alors voilà, c'est le scoop de cette masterclass. Amis journalistes, notez-le, c'est la punchline. Il y a un camionneur de plus de 60 ans. Je voudrais aussi qu'on aborde un truc par rapport à la composition du personnage, parce que là, on a vu passer des personnages en costume, plus ou moins contemporains, c'est la robe de l'avocate, ou Noiret disait qu'il rentrait dans un personnage avec les chaussures. Vous, pour le composer, pour l'amener à vous, est-ce que la période du costume, qu'est-ce que ça représente? C'est par les vies, c'est fondamental, mais encore une fois, je pense que c'est parce que je viens du théâtre et que le costume, c'est super important. C'est ce qui vous donne de la crédibilité. Et vraiment, vous mettez la robe d'avocate, vous avez l'impression d'être avocate. Enfin, vraiment, c'est ça participe. C'est-à-dire, c'est pareil dans le bazar. Les corsets, le premier jour, vous trouvez ça rigolo. Au bout du troisième, vous en avez vraiment ras-le-bol. Mais le fait est que ça contraint, ça vous donne une certaine posture. Vous ne pouvez pas bouger comme vous bougeriez naturellement. Donc, c'est certain que le costume, pour moi, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, ça m'ennuie un peu dans les films contemporains quand on vous demande de ramener vos trucs, parce que j'ai pas du tout envie de tourner dans mes fringues, parce que j'ai besoin de me regarder dans la glace et de voir le personnage et de m'oublier, quoi. Donc c'est vrai que le côté ramène ton jean, comme ça tu seras bien dedans. Non, j'ai pas envie de ramener mon jean, quoi. J'ai pas envie d'être habillée en moi. J'ai envie, à la fin de la prépa, de me dire ok, le personnage est là, même si c'est pas obligé que physiquement je sois complètement ailleurs, mais qu'en tout cas pour moi il y a une bonne partie du boulot qui est fait quand moi-même je peux y croire. Je peux me projeter et me dire ok, là c'est pas moi, là c'est le personnage. Ça se joue à pas grand-chose, hein, mais pour y croire, j'ai besoin que physiquement, déjà, il se passe quelque chose. Et qu'il n'y ait rien de vous-même pour composer et fabriquer ce personnage. Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite lubie, un petit toc, c'est que j'achète un parfum à chaque personnage, en fait. Mes personnages, j'adore le parfum. Et j'aime bien l'idée c'est un peu l'endroit un peu zinzin, mais ça ne concerne que moi, hein, mais pour chaque personnage de réfléchir à quel est son parfum, et pendant toute la durée du tournage, je me parfume que avec ce parfum. Et donc j'ai les flacons de pas mal de personnages qui sont là, et de temps en temps voilà, c'est le seul endroit de nostalgie que j'ai, parce que j'ai la chance de pas être quelqu'un nostalgique, et même si la fin d'Engrenage, et encore plus, je pense, la fin du Village français, sans doute peut-être par rapport aux propos, au sentiment d'avoir une responsabilité par rapport à ce que ça raconte, et d'avoir été en troupe comme ça pendant. Et puis le dernier épisode, il y a un vieillissement de 30 ans, donc j'ai du latex. Et c'est vrai que je me souviens de quand on dit c'était le dernier plan d'Audrey Fleurot en saison 7, et que j'arrache mon latex comme ça parce que j'ai des couches de latex et je me retrouve à jeter des bouts de latex. Il y a un truc extrêmement émouvant parce que vous avez vécu avec ce personnage pendant tellement longtemps, que l'aventure a été tellement folle, mais
je ne suis pas nostalgique. Je suis toujours sur bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Le terrain de jeu d'après. Voilà, donc ma seule nostalgie, c'est ces flacons. Je peux ressentir de temps en temps. Sans donner de marque, mais l'ambiance du parfum de Morgan Alvaro, c'est quoi? Ah bah il est cheap, hein, il est cheap. C'est ça. Il est cheap, il est très vanillé, il s'achète vraiment au supermarché. D'accord. Et l'équipe supporte pour l'instant Bon, jusqu'à présent, j'ai pas Personne eu de... s'est plaint. Et puis elle en met beaucoup. C'est ça. Ok. Mais voilà, moi ça m'aide, ça participe du truc. C'est ça. On ne peut pas évoquer votre itinéraire sans parler d'un film qui s'appelle Intouchable. Alors normalement, c'est quoi? Donc Intouchable, c'est Omar Sy, François Cluzet et une étape en ce qui vous concerne avec tout le monde. Waouh, mais c'est qui la fille qui joue dans Intouchable, machin? Est-ce que vous avez l'impression là de faire une entrée, d'être adoubé un peu par les gens du cinéma? Comment vous traversez cette période? À la fois, je suis submergée par le succès du film, c'est évident. Et à la fois, j'ai un petit problème de légitimité parce que le film ne repose absolument pas sur mes épaules. Et donc, je suis un peu dans un truc où je bénéficie évidemment de cet énorme succès. Et à la fois, je me sens un peu... Bon, j'ai été chanceuse d'être là. Pour moi, Intouchable, c'est clairement de la chance, quoi. Parce que vraiment, le film, c'est ce duo. Enfin, je veux dire, c'est pas de la fausse modestie, hein, mais honnêtement, le film repose sur ce duo. Je minimise pas ma partie, mais je peux pas. Enfin voilà, c'est pas du tout un film que je porte. C'est la film que j'ai la chance d'accompagner. Oui, mais les gens vous ont repéré dans ce film. On se souvient très bien des répliques, des scènes que vous avez avec Omar Sy. Et là, c'est Audrey qui les joue. C'est pas une autre comédienne. Donc vous avez imprimer quelque part les esprits, les consciences en traversant ce film. Il semblerait, ouais. Bah ouais. Ouais. On dirait. Oui, mais c'est vrai que moi, venant de la série et passant quand même vraiment beaucoup de temps, il y a un truc, c'est bête, mais ça me prend très peu de temps. Et du coup, c'est comme si le fait que ça me prenne très peu de temps, le rapport de succès par rapport au boulot que ça m'a demandé me paraît tellement disproportionné qu'il y a un truc un peu étrange. Donc je me greffe un peu, et je suis très heureuse et j'adore le film. Enfin vraiment, je me sens très chanceuse. Mais c'est vrai que je peux pas non plus me la raconter sur Intouchable dans le sens où faut quand même proportion garder. Mais j'ai l'impression que vous la racontez, ça vous arrive pas très souvent en fait, non? Vous gardez, parce que là on déroule tout le fil de votre carrière, chère Audrey, et j'ai pas l'impression que je me la raconte, je me la pète. Ça arrive souvent, non? Non, mais parce que je pense que quand le succès vous arrive, enfin, je suis à un endroit où je suis tellement chanceuse que la moindre des choses, c'est d'être un peu humble, parce que encore une fois, la part de chance est très importante. Donc, on est toujours un peu responsable de la chance. Oui, après, moi, je suis très fière de mon boulot. Je suis pas du tout. Je suis fière de mon boulot. Je suis vraiment une bosseuse. Je suis une laborieuse. Enfin, vraiment, j'ai un rapport très artisanal à ce métier. Physiquement, je minimise pas du tout. Alors vraiment, mon implication et le fait que je suis extrêmement bosseuse, mais le fait que les choses vous parviennent ou ne vous parviennent pas, ça, c'est quand même de l'ordre de la chance. Et ça, je trouve ça compliqué de se la raconter sur un truc où déjà c'est assez merveilleux que les choses vous soient parvenues. Encore une fois, c'est pas de la fausse modestie, parce que vraiment je suis assez fière quand même de mon parcours, de mon travail. Mais voilà, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de pas trop non plus la ramener. Et puis j'ai plein d'amis qui ne bossent pas énormément. Et donc voilà, je trouve ça bien aussi de pas, parce que c'est aussi des amis qui pourraient être à l'endroit où je suis et moi à l'heure, parce que à un moment donné, voilà, les rencontres se sont pas faites pareil. Voilà. Alors, en préparant cette rencontre, je voulais juste qu'on s'arrête un temps sur Esprit d'hiver, qui était un très joli téléfilm pour Arte. Et sincèrement, Audrey, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais
pourquoi quelqu'un n'y a pas pensé avant de changer cette fameuse couleur de cheveux? Donc, la première partie de la question, c'est est-ce que c'est la première fois qu'on vous le proposait? Et la seconde partie, c'est est-ce que le fait de changer comme ça de look, ça a changé votre manière de jouer? Est-ce que vous êtes affranchi de quelque chose? Ah non, mon rapport au jeu ne dépend pas de ma couleur de cheveux. Non, hein. mais on a bien compris. Alors, c'est un très joli film de Cyril Ménéguin qui, effectivement, m'a voulu blonde, je pense, dans quelque chose un peu et de l'éternel féminin et de l'actrice. Voilà, d'ailleurs, c'est rigolo parce que je trouve qu'en blonde, je ressemble à plein d'actrices. Je suis un mélange de plein d'actrices. Et ça, c'est assez rigolo, quoi, parce que, en fait, bon, je vous la fais courte, mais le fait d'être rousse, c'est très identitaire. C'est quelque chose avec lequel vous vous construisez. Dans un premier temps, vous galérez de ouf. C'est une tannée sans nom. On vous oublie jamais. Je veux dire, moi, sur la photo de classe, il y avait un noir et moi. Et on est vraiment... D'ailleurs, on s'est mis toujours l'un à côté de l'autre. Il y a une espèce de solidarité des minorités. Et c'est vrai que, voilà, toute l'enfance, j'en ai chié, mais comme c'est pas permis, je pense que ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui, et tant mieux. Quand j'ai commencé à travailler, on va pas le nier, quelque chose d'assez fort. Donc, on vous envisage pas dans tout. C'est-à-dire que ce qui est devenu maintenant, évidemment, une sorte d'atout, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus de rousses à la télé, et tant mieux, c'est formidable, hein, mais ce qui est maintenant un atout parce que je suis connue et que du coup, c'est associé pendant toute une partie de ma carrière, c'était quand même très compliqué parce que à l'image, c'est assez fort. Et quand vous démarrez, vous venez pour 2 jours, un 3e rôle, et on vous dit ah mais là à l'écran c'est quand même un peu, en gros vous prenez un peu beaucoup de place. Donc ça va si vous êtes le premier rôle, mais si vous êtes un 3e rôle, concrètement c'est voilà. Donc pendant quand même toute une partie de ma carrière, ça a été un peu compliqué, mais je m'en foutais, j'étais au théâtre. Et après, c'est vrai que les rôles ne nécessitaient pas particulièrement de changer de couleur de cheveux. Personne ne m'a demandé, et c'est vrai que moi je me suis tellement construite avec ça. Que j'ai pas particulièrement envie de changer si le rôle ne le nécessite pas. Maintenant, si le rôle le nécessite, moi je suis ravie parce qu'encore une fois, ça me permet encore plus de m'oublier. Je parlais des costumes tout à l'heure, mais c'est vrai que changer de couleur en termes d'identité, ça vous permet vraiment effectivement de rentrer dans un personnage. Et donc, nous arrivons sur Morgane Alvaro. C'est vraiment la rencontre d'une comédienne avec un personnage, quelque chose qui n'arrive pas si souvent comme ça dans des carrières. C'est aussi un succès tonitruant avec 10 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est le truc de fou. Comment on traverse ce tsunami et qu'est-ce qu'on fait de ce succès, à part d'être très content, qui donne aussi une part de pouvoir finalement? Et de responsabilité, parce que c'est vrai que bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que en fait, comme c'est le rôle qui m'est le plus personnel et que pour le coup, en fait, on passe notre temps à nous en tant qu'acteurs à aller vers le personnage. Et là, c'est la première fois que j'ai pu ramener le personnage à moi parce que j'ai eu la possibilité d'intervenir dès le début, en fait, du processus d'écriture, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et donc, j'ai eu la possibilité, non pas moi de faire le parcours, de cheminer vers elle, mais carrément de la ramener à moi et effectivement d'en faire mon clown. Ce qui, il y a eu une sorte d'alignement des planètes parce que c'était le bon moment, parce que j'avais suffisamment la main pour imposer un certain nombre de choses. Et je pense que 3 ans auparavant, ça n'aurait pas été possible. Enfin, il y a à un moment donné le bon moment où on me donne carte blanche. Et je fais une proposition qui est un peu qui tout double, parce que je me souviens quand on fait la saison 1, j'ai des réalisateurs en face de moi qui savent pas trop. J'ai des partenaires qui s'arrêtent en disant non mais Audrey, tu vas pas faire ça. Bah si, je vais le faire. Regarde, je suis en train de le faire. Donc ah bon, on est sûr du truc. Et je sens que tout le monde est un peu sur des œufs, à se dire attends. Ok, bon, on verra bien, allez. Et donc je fais une proposition où je monte un peu les curseurs. J'ai une espèce de conviction que ce personnage ne peut être que comme ça. Donc j'ai pas de doute, bizarrement, pour la première fois. J'ai pas de doute.
Mais après, quand le truc sort, j'ai les miquettes comme jamais, quoi. Déjà parce que moi, je trouvais ça très confortable d'être dans des séries chorales. Parce que j'avais des beaux rôles, mais j'avais pas la responsabilité de porter le succès de la série sur mes épaules. Là, c'est quand même en termes d'investissement et d'implication, c'est quand même la première fois que je suis à cet endroit. Je fais une proposition qui moi me semble être la bonne, mais qui est quand même un peu casse-gueule. Et c'est vrai que du coup, le succès de la série me fait énormément plaisir. Enfin, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est qu'il y a une espèce de reconnaissance où je me dis, non seulement je me suis pas plantée, mais je fais écho à un imaginaire collectif et ça me rend hyper heureuse parce que je me dis, ce personnage, il touche énormément de monde et j'y ai mis tellement de moi que forcément ça me touche à un endroit qui est bien différent de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Mais comme après on se retrouve avec ce succès colossal, on a la responsabilité, je trouve, qui va avec, de pas décevoir les gens, que la saison 2 soit mieux que la saison 1, que la saison 3 soit mieux que la saison 2, et donc on se met une pression de folie pour que les gens ne soient pas déçus, quoi. Et puis, c'est la première fois que TF1 m'appelle le lendemain, le jour des audiences. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, j'ai l'impression d'être impliquée dans tout le processus et effectivement de me retrouver avec un poids sur les épaules à un moment où le boulot, il est fait. Donc, je peux plus vraiment changer la donne. Voilà, j'arrive bien à clore cette envolée-là. Non, mais ça tombe bien parce que justement, alors juste très concrètement, là vous êtes en plein tournage, c'est ça, de la saison 4, voilà, effectivement, comme ça tout le monde est rassuré, ça continue. Non, la question c'était aussi pour ouvrir le champ des possibles, puisque vous disiez que vous étiez beaucoup impliqué. Ben là, grâce à HPI, vous franchissez aussi une nouvelle marche, puisque vous avez une nouvelle casquette, Audrey. Oui, alors je me suis lancée dans la production parce que, en fait, je me suis dit, s'il y a une chance merveilleuse à ce succès, c'est une chance à saisir, c'est de justement pouvoir maintenant être à l'origine des histoires que j'ai envie de raconter, parce qu'en fait, c'est vrai que l'endroit où je suis sur HPI qui est beaucoup plus impliquant, en fait j'ai le sentiment de ne plus pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire que je vois aussi le fait de n'être qu'actrice, vous arrivez en bout de chaîne et à la fois votre interprétation va être fondamentale puisque c'est ce qu'on voit à l'image, et à la fois vous arrivez très tard dans le processus et c'est vrai qu'avec HPI j'ai touché un endroit de direction artistique, d'implication sur l'écriture et sur tout le processus qui me passionne et je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire et surtout d'être un peu moi aussi à l'origine des histoires. Donc voilà, c'est un peu mon prochain challenge. J'espère l'année prochaine. L'année prochaine à La Rochelle, voilà. Mais voilà, c'est un peu mon prochain challenge de lancer les histoires, de suivre le processus d'écriture et de m'impliquer à tous les niveaux d'une série ou d'un film. Et la réalisation, ça vous tente, ça vous chatouille, ou ça vous gratouille? Bizarrement, alors moi je suis épatée parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ne sont absolument pas complexés par le fait de réaliser et qui se disent une bonne équipe et ça ira bien. Un bon premier Moi, assistant, je trouve que c'est un vrai boulot et c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai encore envie de jouer et j'espère que j'aurai envie de jouer pendant longtemps, je trouve ça un tout petit peu compliqué d'être devant et derrière. Donc c'est pas ma priorité. Ma priorité là, c'est vraiment de raconter des histoires, de lancer. Mais qui sait. Ouais, je sens qu'on n'est pas à l'abri un jour. Je trouve, j'ai vraiment beaucoup de respect pour le métier de réalisateur et je me dis, moi, je culpabiliserais de n'avoir aucune formation technique. Et d'ailleurs, ça s'acquiert. Oui, ça s'acquiert, bien sûr. Ça s'acquiert. Alors, comme on arrive à la fin de cette rencontre, on aura peut-être un peu le temps de poser une ou deux questions. On va, puisqu'on a commencé par le début, on va terminer très logiquement sur l'avenir. L'avenir, il y a un Joachim Phoenix sur la route. C'est très compliqué de vous en parler parce que, comment vous dire, j'étais à ça de tourner et puis il y a eu la grève. La grève des auteurs américains, vous savez, suivi ça m'a pas échappé. De la grève des acteurs. Des acteurs par solidarité. Voilà, donc je vais pas vous mentir, j'ai eu
une journée et demie de déprime où je me suis dit, purée, j'étais quand même à ça. Je me la suis quand même vraiment racontée. Ouais, parce que je suis quand même allée faire les essayages, maquillage, coiffure, tout. Donc, à un moment donné, on se dit à quel moment on se réjouit, quoi. Donc, j'en ai parlé à tous mes potes. J'étais complètement euphorique. J'ai fait ma valise. Mais genre 2 mois et demi en avance, tellement j'étais surexcitée. Donc, il y a eu une valise dans mon salon, je vous jure que c'est vrai, pendant quand même un certain temps, jusqu'à ce que je me décide de la défaire ou de la transformer en valise de vacances. Donc non, évidemment, j'ai été très attristée pendant 1 jour et demi, parce qu'après, en plus, vous avez le flot des gens qui vous posent la question, mais alors ce film. Je suis désolée, vraiment. Je m'en suis remise. Et donc, c'est là, t'es obligé d'expliquer, mais bon, voilà, alors il y a la grève des auteurs, après il y a la grève des acteurs. Alors bon, moi je suis solidaire, mais bon, quand même, j'ai un peu les boules, quoi, parce que s'ils pouvaient trouver une solution quand même un peu rapidement. Donc voilà, donc je me suis autorisée quand même 1 jour et demi de dépré. Ouais, c'est bien. Parce que quand même, voilà. Et après, en fait, je suis rentrée chez moi et donc j'avais bloqué ce délai de 3 mois pour faire le film. Et je suis rentrée chez moi. Et en fait, c'était super. En fait, l'obligation, j'ai un peu arrêté de tourner dans ma roue. J'étais un peu un hamster. C'est quand même une dizaine d'années que j'ai un peu l'impression, je suis hyper heureuse et je suis très chanceuse et tout, mais je suis un peu un hamster dans une roue, vous voyez, à enchaîner les projets et soudainement, le fait que tout s'écroule, je me suis retrouvée chez moi et ça m'a fait vraiment du bien, en fait. Merci, Joachim. Donc, je dis, putain, mais merci, Joachim, quoi. Merci à la grève qui m'a permis familialement, quand même, de voir un peu de vous retrouver. Mes enfants et mon compagnon. Et je crois que c'était un peu nécessaire. Mais c'est décalé ou c'est, voilà, pour l'instant, on attend la suite des événements? Je ne sais pas. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai un peu mis ça, alors je peux pas dire que j'ai évacué le truc, mais je l'ai mis vraiment au fond, dans une case, pour pas que ma vie soit organisée autour de ça. Et si ma foi, le film réapparaît, je suis la plus heureuse au monde. Mais en tout cas, je n'organise pas ma vie autour de ça parce que ça peut changer. Il y a des choses qui bougent. Tout peut changer. Ok. Donc concrètement, 4e saison d'HPI en tournage. D'autres projets? Moi, je développe des projets en tant que productrice, donc je découvre tout le travail avec les auteurs, donc ça prend du temps. Et puis, moi, en tant qu'actrice, je trouve que souvent, on part en tournage avec des versions qui ne devraient pas être la dernière version. J'ai toujours le sentiment, enfin pas toujours, mais souvent, qu'il nous manque une version parce qu'il y a une pression sur le fait de tourner. J'ai vraiment envie d'y aller, surtout sur mes premières productions, avec un texte où je me dis, il y a plus rien à toucher. Donc, je préfère qu'on prenne notre temps et qu'on fasse quelque chose de vraiment bien. Et voilà, et non. Et pour la première fois depuis quand même un bon moment, il reste du temps un peu ouvert à l'inconnu, à l'inattendu. Voilà, ça me faisait très très peur avant et maintenant je me dis c'est pas mal quand même. Voilà. Et alors évidemment, il y a Infiltré qui a été projeté hier en avant-première pour France 2 et que vous découvrirez. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette masterclass. Moi, je voudrais juste conclure en disant que pour parler du succès, on a évoqué la chance, on a évoqué le travail, mais je crois qu'il y a un mot-clé qui était évident aujourd'hui dans cette salle, c'est la générosité. Et que là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère. Merci Audrey, vraiment merci pour ce moment. Merci d'être venue. Et merci à vous d'être venue. Merci. Merci. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.